l'astrologie du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le célèbre Hippocrate, 460-377 avant Jésus-Christ, précise l'action des astres en rapport avec les maladies et fonde sa doctrine des jours critiques basée sur les phases de la Lune. Il écrit « Le meilleur médecin est celui qui sait prévoir ». On devrait encore de nos jours appliquer davantage ce précepte. Signalons un fait important datant de cette époque, on a retrouvé, en Mésopotamie, sur une tablette datant de 419 avant Jésus-Christ, un zodiaque à 12 signes de 30 degrés chacun. Or, nous avons vu que les constellations du zodiaque ne font pas exactement 30 degrés, et la différence est même trop importante pour que les astrologues chaldéens ne l'aient pas constatée. Il est donc clair qu'ils ne confondaient pas les signes et les constellations, bien que le décalage entre les deux zodiaques ait été moins important qu'aujourd'hui. Nous reviendrons à nouveau sur ce sujet dans la suite de cet exposé. En 333, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, né en 356 avant Jésus-Christ, s'empare de l'Égypte, où il fonde la ville d'Alexandrie. Puis passant le Tigre et l'Euphrate, il bat les Perses à Arbel en 331 et s'installe à Babylone, où il mourra en 323. Alexandre avait été l'élève d'Aristote, 384-322, qui affirmait « Ce monde est lié d'une manière nécessaire au mouvement du monde supérieur. Toute puissance en notre monde est gouvernée par ces mouvements. » Lorsqu'Alexandre découvre les richesses de la civilisation babylonienne, et notamment le degré d'avancement de l'astrologie, il envoie un astrologue babylonien nommé Béroze en Grèce pour y enseigner. Béroze fonde une école d'astrologie à Kos, dans l'île Ala. Pline rapporte que les Athéniens le récompensèrent de ses réussites en lui érigeant une statue dont la langue était dorée. Un proverbe dit « La parole est d'argent mais le silence est d'or ». Dans le cas de Béroze, les Grecs ont considéré que sa parole était d'or. Parallèlement, en Égypte, arrive un gouverneur macédonien nommé Ptolémaïs, 360-283, qui devient roi sous le nom de Ptolémée Soter Ier. Ses descendants, 11 autres générations, porteront tous ce même nom qui a donné à cette période l'appellation d'Égypte ptolémaïque. Cette période a duré jusqu'à la conquête de l'Égypte en 27 avant Jésus-Christ par l'empereur romain Auguste, petit-neveu de Jules César. C'est Ptolémée Ier qui a créé la célèbre bibliothèque d'Alexandrie qui possédait plusieurs dizaines de milliers de livres dont certains contenaient des connaissances très précieuses. Elle fut détruite en 47 avant Jésus-Christ par l'incendie que Jules César déclencha pour éviter que sa flotte, laissée sans surveillance dans le grand port, ne soit prise par les Égyptiens. Mais revenons au IVe siècle avant Jésus-Christ, où une hypothèse prodigieuse a été émise par un successeur d'Aristote et de Platon à l'école d'Athènes, Héraclite du Pont, 388-315. Afin d'expliquer les mouvements des planètes, il affirme que la Terre est une sphère qui tourne autour de son axe et que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil. Cette hypothèse est reprise dans l'école d'Alexandrie par Aristarque de Samos, 310-230 avant Jésus-Christ, qui adopte le point de vue héliocentrique pour les autres planètes également, y compris la Terre. On est loin de la Terre fixe et plate du Moyen-Âge. Mais l'humanité n'étant sans doute pas encore prête, ce point de vue sera rejeté par les érudits de l'époque et il faudra attendre 17 siècles avant qu'il soit admis de nouveau, Copernic. On allait alors jeter le bébé, astrologie avec l'eau du bain, ancienne mécanique céleste, comme nous le verrons par la suite. Revenons en Égypte, à l'époque ptolémaïque, pour noter qu'alors, le plafond d'une des salles du fameux temple de Dendera, situé à 50 km au nord-ouest de Luxor, dont les origines remontent à l'Ancien Empire, 2800 ans avant Jésus-Christ, fut décoré de représentations astronomiques et notamment par un zodiaque. Max Hendel nous disait à ce sujet: dans le fameux zodiaque de Dendera, le cancer n'est pas représenté sous la forme d'un crabe comme de nos jours, mais sous la forme d'un scarabée, emblème de l'âme, car le cancer a toujours été reconnu dans les temps anciens aussi bien que par les mystiques modernes comme la sphère de l'âme, la porte de la vie, par laquelle les esprits, lorsqu'ils se réincarnent, passent du zodiaque dans les régions sublunaires. Il est justement gouverné par la Lune, qui est la planète de la fécondation, le message des astres. Nous avons dit que, d'après les documents dont nous disposons, il semble que les Babyloniens n'aient pratiqué l'astrologie individuelle que 3 siècles après les Égyptiens. Donnons maintenant un exemple d'horoscope de naissance, trouvé sur des tables d'argile babyloniennes datant de 235 avant Jésus-Christ.
La position de Jupiter veut dire que sa vie sera régulière et sans à-coups. Il deviendra riche, il vieillira, il vivra jusqu'à un âge avancé. Vénus était à 4 degrés du Taureau. La position de Vénus veut dire que partout où il ira, les choses tourneront bien pour lui. Il aura des fils et des filles. La position du Soleil de Mercure signifie qu'il sera courageux. On peut noter la nette évolution de l'interprétation astrologique par rapport au présage fait 400 ans plus tôt. Vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, les Babyloniens attribuent chacun des 7 jours de la semaine à une planète, dont les noms latins ont donné les noms des jours de notre semaine. Lundi, Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Quant au mot dimanche, il vient de Dominica dies, jour de Dieu, mais il correspond à jour du soleil en anglais, allemand, néerlandais, danois, etc. Il est à noter que certains noms des jours de la semaine dans les pays anglo-saxons et scandinaves ont pour origine les dieux nordiques et que la mythologie associée est proche de la mythologie du Sud par certains de ses aspects. Par exemple, Wednesday, mercredi, le dieu Wotan dont le cheval Splynir à 8 pattes symbolise la rapidité des déplacements, Mercure. Thursday, Donnerstag, jeudi, le dieu Thor, Donner, tonnerre, Jupiter. Friday, Freitag, vendredi, la déesse de la jeunesse et de l'amour est Freya, Vénus. Par contre, il ne semble pas que l'on sache si ces dieux étaient associés aux planètes correspondantes. En effet, l'écriture dans les pays nordiques ne remonte qu'au 2e siècle de notre ère, rune, et comme dans les pays celtiques, elle était proscrite en tant que moyen de transmission du savoir, seule la parole étant considérée comme suffisamment vivante pour cela. Mais repartons en Grèce, au 2e siècle avant Jésus-Christ, où une découverte fondamentale allait être faite. L'astronome Hipparque, 190-120 avant Jésus-Christ, qui, au dire de Pline, croyait fermement à la parenté des astres avec l'homme et que nos âmes sont une partie du ciel, procède à des comparaisons de données sur 150 ans et constate que le point vernal a rétrogradé de 2 degrés par rapport aux constellations. C'est la découverte de la précession des équinoxes que nous avons évoquée précédemment. À partir de cette découverte de la précession des équinoxes, le zodiaque sidéral formé par les constellations ne sera plus utilisé par la plupart des astrologues, sauf pour la considération des ères zodiacales, si tant est qu'il l'était avant. Nous avons vu en effet qu'on utilisait déjà un zodiaque de 12 signes de 30 degrés au 5e siècle avant notre ère, et peut-être même beaucoup plus tôt. Après tout, peut-être Hipparque n'a-t-il fait qu'une redécouverte, comme Copernic plus tard avec le système héliocentrique ? Il est tout à fait possible que les Babyloniens, entre le début du 2e millénaire et le milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ, se soient rendus compte de ce phénomène, puisqu'il y a eu au cours de cette période un décalage de l'ordre de 20 degrés du point vernal avec le passage de l'ère du Taureau à l'ère du Bélier, vers 1660 avant Jésus-Christ. Nous arrivons au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les astrologues possèdent des tables qui leur permettent de connaître les positions des planètes. Sous l'influence de l'école pythagoricienne qui comprenait, rappelons-le, des initiés, on commence à considérer les aspects de sextile, de carré, de trigone et d'opposition entre les planètes, alors qu'antérieurement, seule la conjonction intervenait dans l'interprétation d'un thème. On ne considère plus seulement le lever et le coucher des planètes, axe ascendant-descendant, mais aussi les culminations supérieures et inférieures, axe milieu du ciel, fond du ciel. Ces deux axes sont rarement perpendiculaires. Cela arrive seulement lorsque le point vernal coïncide avec l'ascendant ou le descendant, temps sidéral, 6 heures ou 18 heures. On obtient ainsi 4 secteurs, 2 à 2 opposés. On partage chacun d'eux en 3 parties égales, soit 12 secteurs appelés les 12 lieux ou maisons qui donnent des informations sur le vécu du sujet dont on monte le thème dans les différents domaines de sa vie. Leurs noms latins sont les suivants. Horoscopus ou Vita, lieu de naissance, maison 1. Porta Inferna, porte inférieure, maison 2. Frates, fraterie, maison 3. Genitor, parent, maison 4. Bona Fortuna, bonne fortune, maison 5. Valetudo, servitude, maison 6. Uxor, noces, maison 7. Porta Superna, porte supérieure, maison 8. Pietas,
piété, maison 9. Medium Celi, milieu du ciel, maison 10. Agathos Daimon, bon génie, maison 11. Carcère, prison, maison 12. Dans l'Antiquité, une autre domification plus simple est également utilisée. Toutes les maisons font 30 degrés et on place l'ascendant au centre de la maison 1 et non pas à la pointe. Nous verrons par la suite que d'autres systèmes de domification ont été mis au point au cours de l'histoire.